Amis de l'histoire et des romans historiques surtout, bonjour à tous, nouvel épisode. Donc là aujourd'hui on va faire un épisode sur l'Iran. Alors on a vu déjà des épisodes sur l'Iran et ça c'est un autre. Hein. C'est consacré surtout à un roman donc, de Ferdoun Saebjam, hein, dont on a vu également il y a quelque temps pendant le cycle sur Alamout, le Vieux de la Montagne, hein, qui est un joli livre. Celui-ci aussi, hein, c'est un beau livre. Le Dernier Eunuque, hein, le Dernier Eunuque qui était paru donc aux éditions Le Félin, le Dernier Eunuque, donc de Ferdoun Saebjam. Voilà, je vous montre. Hein, il se trouve, on peut le trouver en occasion sur internet assez facilement. Donc pour illustrer ce roman, j'ai pris donc un livre d'histoire et d'archéologie sur Ispahan, bien que le roman lui-même se passe surtout donc à Téhéran. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, mais enfin, c'est pour donner une ambiance de l'Iran de manière générale. Donc, en plus, je trouve cet ouvrage-là de Philippe Revaux très joli. Hein, il y a beaucoup de photos, d'illustrations avec des palais, avec des jardins, bien sûr, les jardins d'Ispahan. Et je vous le recommande, hein, c'est paru il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est paru en 2022, hein, ouais, c'est ça, en 2022, ouais, au CNRS, hein, voilà. Et donc, je vous le montre, le voici, voilà. Et je vais vous lire la page de garde. Alors, Ispahan, histoire et archéologie d'une ville-jardin. Au centre d'un cirque de montagne, Ispahan surgit de l'aride plateau iranien. Une oasis d'où émergent des dômes étincelants, les hautes tourelles des minarets et la rumeur d'une cité caravanière. Depuis le XVIIe siècle, tous les voyageurs gardent un souvenir inoubliable de cette cité merveilleuse, alliant les atours d'une capitale d'empire et les aménités les plus inattendues d'un carrefour commercial. Œuvre d'art totale, ce joyau préservé de Shah Abbas Ier 1588-1629 unit urbanisme, architecture et ornement. Autour d'un axe principal, le Chahar Bagh, s'articule une myriade de palais conviviaux, de pavillons aux chatoyantes teintes, tandis que places, canaux et jardins dessinent des ambiances chaleureuses structurées par l'eau et le végétal. L'architecte Philippe Revaux nous fait découvrir toutes les facettes visibles de cette ville-jardin, forme urbaine, habitat, rapport au climat, à l'eau, pour comprendre comment s'est formée l'idée même de cette ville, une idée que Cheyyid Mohsen Habibi et Nagar Habibi, dans leur importante contribution, mettent en relation avec la renaissance philosophique et théologique du chiisme du Haut-Décimin et l'école d'Ispahan. Jean-Claude Golvin, architecte et archéologue qui dirige la collection L'Esprit des lieux, donne ici une restitution originale d'Ispahan à découvrir. Alors, je vous ai choisi un petit passage sur l'historique, hein, page 24, les Pahlavis, page 24, pour donner une idée de ce qui se passe un peu au même moment que le parcours du roman. Alors, page 24. Le XXe siècle, hein, parce que ça se passe au début du XXe siècle. Période Pahlavi, 1925-1979. Dynastie et constitutionnalisme. La dynastie Pahlavi connaît 2 chahs et s'étale sur 54 années. Elle s'efface devant la révolution islamique et l'arrivée au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini, le 11 février 1979. Elle commence par l'ascension fulgurante d'un officier, Raza Khan, 1878-1944, parti de rien, promu successivement général par les Anglais, ministre de la guerre, président du Conseil, puis régent, et peu après roi des rois, de 1925 à 1941, pour finir destitué, exilé par
l'intervention des Britanniques en 1941. À l'image de la Turquie, de sa modernisation à marche forcée entreprise par Mustafa Kemal Atatürk, qui remplace l'Empire ottoman effondré par une république laïque en octobre 1923, Reza Shah Pahlavi fait régner l'ordre et la sécurité en Iran. Après avoir mis fin aux capitulations avec les puissances étrangères et dénoncé en 1991 l'accord anglo-persan de 1919, il impose une modernisation axée entre autres sur l'industrialisation. S'il maintient le régime monarchique à la différence de Mustafa Kemal, il réforme le vêtement comme signe de modernité. Il élargit et laïcise l'enseignement, crée des universités ouvertes à tous les domaines de connaissances. Outre la réalisation d'un réseau de routes importantes, de nouvelles voies ferrées ouvrent l'Iran au monde extérieur. Pour permettre à l'État d'avoir des ressources, d'importants monopoles touchent les secteurs les plus rentables comme le tabac, le sucre, le thé, l'opium. Le commerce de véhicules, les mines. L'État contrôle ainsi 45% des importations et 74% des exportations. Concernant l'affaire du pétrole, grâce à la forte concurrence entre Américains, Anglais, Russes et Allemands, l'Iran limite leur aire d'exploitation et perçoit 20% des revenus de cette exploitation en pleine expansion. C'est à Reza Shah Pahlavi que l'on doit le changement de nom de la Perse qui devient l'Iran en 1935. Pour Raymond Furon, en 1938, Reza Shah Pahlavi est un second Shah Abbas par l'ampleur de ses travaux. Toutes les villes de la Perse ont été aménagées sur son ordre. Partout, les venelles immondes et malodorantes des plus beaux quartiers ont été mises à bas. De larges avenues ont été percées et bordées de constructions neuves plus solides. Toutes les villes de Perse sont des chantiers en pleine activité et sont pourvus d'une usine électrique. La ville neuve de Téhéran possède de larges avenues bien tracées, asphaltées, pourvues de trottoirs et bordées de maisons neuves en briques claires et toitures de tôle. Donc c'est pour donner la toile de fond du roman qui se passe à cette période. Alors ensuite il y a la période Qajar, page 212. 212. Période Qajar, 1787-1925. Donc c'est juste avant, voilà. Les Qajars ne modifient pas profondément les fondamentaux de la maison safavide. C'est la dynastie d'avant. Ils généralisent les emplois de galeries portiques devant les pièces principales, réservées chez les safavides au pavillon. Et on recourt à une décoration baroquisante, souvent surchargée pour habiller les colonnes des galeries et couvrir les murs des pièces d'éléments ornementaux placés en stuc. La maison Al-Afishan affiche avec ostentation le talir principal et précédé d'une galerie à 6 colonnes surmontée d'un fronton purement décoratif, le plafond du talar étant plat. Ils introduisent également de nouveaux éléments programmatiques tels le huzkane, ensemble de pièces autour d'une cour couverte avec un bassin situé dans un angle de la maison. Frais, il sert de salon de thé, n'étant pas soumis aux rayons du soleil. L'étude de la maison conclut cette approche sur l'architecture publique et privée d'Ispahan, singulière et banale, dans laquelle nous entrons chaque fois comme dans un rêve, piqués d'une curiosité incessante, hantés par une poésie omniprésente dans l'architecture, la peinture, les écrits, l'hospitalité, le langage imagé des paraboles, etc. À l'image de cette femme nomade, interpellée par Albert Lamoris, qui lui répond par un conte d'un illustre poète persan. Laïli Havar nous explique que les contes proposent par l'art de la parabole un chemin de sagesse et de dépaysement de soi.
Donc c'est toute la poésie de l'Iran et de ses bâtiments. Je vous disais que c'est un livre où il y a beaucoup de photos pour illustrer les palais, etc. Hein. Vous voyez, c'est très joli hein. Dans les mosquées. C'est un livre qu'il est agréable de feuilleter, quoi. Hein. Il y a plein de photos. J'essaie d'en trouver, voilà. Ici, par exemple. Alors, je vous ai lu cette partie-là. Donc, page 224, le pan en laiton. 224. 224. Donc, c'est l'architecture persane, quoi. 224. Tout comme le bazar et la mosquée du Shah, le palais d'Ali Kapu n'est pas un espace clos non plus. En effet, ce que l'on observe aujourd'hui n'est qu'un vestige du grand espace royal qui se situait dans le jardin de Nak et Jahan. Ali Kapu, signifiant la porte sublime ou la haute porte, était à la fois le portail principal de l'espace royal et la partie extérieure administrative et cérémoniale de la cour royale où les rois safavides accueillaient les ambassadeurs étrangers. Son vaste balcon portique domine la place royale d'où le roi observait et supervisait les différentes activités qui s'y déroulaient. Ce balcon offre aussi une vue directe sur le dôme doré de la mosquée oratoire de Cheikh Lotfallah, qui sans parvis ni cour se situe en face du palais, sur le côté est du Meydan. Le dôme de la mosquée oratoire de Cheikh Lotfallah n'est pas à la hauteur de la grande mosquée du Shah, mais se distingue facilement grâce à sa couleur dorée brillante. Le beau et délicat portail de la mosquée, recouvert de mosaïques, à une échelle plus humaine que celle de la mosquée du Shah, s'ouvre à l'intérieur en montant quelques marches. Mais ici encore, l'aspect à la salle principale, l'unique salle de l'enceinte située sous le dôme, n'est pas direct. Il est assuré par un couloir en coude, plutôt sombre, car un contre-jour du portail principal. Ici aussi, une petite fenêtre à claire-voie aux carreaux vernissés laisse voir la salle principale en projetant sa lumière délicate et mystérieuse dans le couloir. Dès l'entrée de l'édifice, l'ombre à la lumière s'oppose et le visiteur cherche la lumière dans l'obscurité du couloir. Il faut des efforts et de la patience pour atteindre l'objectif. La salle de prière se trouve au bout du couloir, sur la droite, où une lumière bleuâtre illumine l'espace. Il s'agit de la lumière du jour qui coule des multiples ouvertures avec des motifs carrelés dans les tambours et de son reflet sur le revêtement céramique turquoise et cobalt sur fond doré qui couvre la surface des murs. Je tourne la page. À l'intérieur du dôme, des rangées d'unités de céramique de Mondorle sont placées dans un treillis de briques simples et diminuent en taille jusqu'à ce qu'elles rencontrent le soleil central modelé avec des entrelacs d'arabesques. Au centre de ce soleil et sur un espace bleu repose un pan en laiton, dont les effets de la lumière du jour sur la coupole tracent la queue. Voilà le dôme, hein, voilà. Il est en photo ici. Hein. L'ensemble de la mosquée, dès son entrée obscure jusqu'au pan central lumineux, narrant l'histoire de l'homme en quête de lumière, tisse les liens nous semble-t-il, avec la philosophie de la lumière de Suhravadi et les différents degrés de lumière qu'il définit. Le pan lui-même, considéré comme le simor, appelle sans doute le voyage mystique des oiseaux de Chakatar. Donc c'est toute la mystique iranienne et sa poésie, quoi. Voilà. Donc ensuite, page 88, jardin et canaux. Page 88, jardin et canaux. Donc on revient en arrière. Voilà. Embellissement par les espaces publics. Réseau de rues, de canaux, de plantations. Il est probable qu'un maillage vière
été simulés, voire projetés pour anticiper et ordonner l'urbanisation à venir de la nouvelle capitale. Le plan de la ville d'Ispahan, reproduit par l'architecte Eugène Élie Baudouin en 1930, indique bien de part et d'autre du Zeyande-Rud un maillage vière régulier avec ces canaux dans une partie non encore urbanisée, mais occupée par des jardins. Un principe de maillage a certainement été envisagé et réalisé progressivement pour accompagner l'urbanisation entreprise dès Abbas le Grand et dominée par des palais, de riches demeures, des pavillons, tout entourés de somptueux jardins. Ce principe se décline en un maillage de rues orthogonal, constitué par une chaussée longée par un canal et bordée sur ses deux côtés par des rangées d'arbres. La conception des canaux et l'organisation serait l'œuvre de Cheikh Beyahi. Voilà, donc on en voit une petite partie là, ici, là en photo. Si vous pouvez vous le procurer, vous le trouvez en bibliothèque, c'est vraiment un joli ouvrage. Alors, dérivation d'une nouvelle rivière pour le Zayande-Rud. Pour faire de la capitale une ville-jardin que le monde lui envirait, Shah Abbas Ier demanda à ses ingénieurs de satisfaire les nouveaux besoins en eau, en modifiant notamment le cours d'une rivière pour venir grossir les eaux du Zayande-Rud. Après un premier essai infructueux, ils réussirent à détourner le cours de la rivière Mahmoud Kher en perçant des montagnes situées à 30 lieues d'Ispahan. Les ponts. Les ponts restent encore de nos jours une belle illustration de la vision idéalisée de la ville chez Shah Abbas, lequel voulut offrir à tous les sujets de toutes conditions sociales une qualité de paysage urbain qui procura à chacun confort et bien-être. Le pont est par essence un objet technique, fonctionnel, devant simplement permettre de relier deux rives. Les architectes et mécènes qui réalisèrent ces ponts surent transformer l'utile en merveilleux. Ils trouvèrent les solutions techniques pour répondre à cette fonctionnalité, traversée tout en différenciant les voies centrales pour le passage des cavaliers et les transports de marchandises par chameau ou charrette, et les voies latérales couvertes pour le passage des piétons, mais aussi la pause, le repos, seul ou en famille. Cette architecture force l'admiration par ses qualités constructives et esthétiques autant que par la force symbolique qu'elle donne au sens des mots traversés, ouverte à des séquences de déplacement comme à des séquences de pause, apaisant le corps par le bien-être, la flânerie et l'esprit par la méditation. Ces deux types de voies étaient délimités par des murs et des arcades. Des ponts sans doute uniques au monde illustrent cette qualité architecturale et urbaine exceptionnelle. Voilà, donc tout ça, ça donne une idée de l'ambiance iranienne autour du 19e, début du 20e siècle. Et voilà, donc je vous engage à vous procurer cet ouvrage qui est magnifique, hein, avec de très nombreuses photos, hein, c'est sublime. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour le livre d'histoire et d'archéologie. Et ça, c'est le roman lui-même. Hein. C'est le dernier eunuque hein, de Fedoun Sebjam. Et c'est une étonnante histoire qui a inspiré ce roman. Mais c'est pourtant une histoire vraie. Elle raconte la fantastique aventure de Morteza, un petit paysan bossu, rejeté par les siens et qui, au sortir d'une enfance meurtrie, se voit interpellé par le destin lorsqu'il sauve de la noyade la cousine du prince héritier de Perse, lequel le prend à son service comme jardinier à la cour, puis devient son ami. Devenu adolescent, Morteza est reconnu impuissant par le médecin du palais et devient petit eunuque au sérail royal, chargé de la protection des femmes destinées au plaisir du roi. Devenu grand eunuque et jalousé pour sa rapide ascension, il lui faut pourtant garder un secret qui pourrait lui coûter la vie. Il n'a jamais été impuissant. Il sera très apprécié par le Shah qui l'accompagnera dans des voyages où il rencontrera toutes les familles royales et impériales d'Europe, parmi lesquelles la reine Victoria et Sissi d'Autriche. Morteza est mort en 1933 entouré de ses 4 épouses
et de sa très nombreuse descendance, riche et respectée de tous. Fredun Sahebjam est journaliste, enfin il était parce qu'il est décédé, hein. Grand reporter, diplomate et historien. Il vit en France depuis 40 ans et où il collabore à plusieurs magazines européens. Il est l'auteur chez Grasset de Je n'ai plus de larmes pour pleurer, La femme lapidée, Le procès sans appel, Le vieux de la montagne qu'on a traité il n'y a pas si longtemps, et Mort parmi les vivants. Voilà, donc je vais vous lire des petits passages. Donc j'ai sélectionné Nasser, page 21, alors c'est le chat souverain à l'époque, page 21. Page 21. Et pourtant, tout commença quelques jours plus tard. Mon maître d'école vint me prévenir que toute la classe allait être présentée au souverain. Nous devions répéter nos chants, exécuter quelques dessins, mimer quelques scénettes. Quand le grand jour arriva, la vingtaine d'élèves fut alignée sur 2 rangs face à la tente royale. Nous avions tous un foulard bleu noué autour du cou et un ruban de la même couleur fixé à notre bras droit. Devant la tente, un fauteuil avait été installé et quelques tapis couvraient le sol. Des ordres furent criés, une trompette retentit et la silhouette royale apparut devant moi. Dieu qu'il est grand, me disais-je, en le voyant, à 10 mètres de moi. 1000 pierres brillaient sur son vêtement, du haut de son couvre-chef, au bas de sa redingote. Même le sabre était orné de pierres précieuses. Tout le monde se courbait, notre maître aussi. Pendant une demi-heure, nous chantâmes, récitâmes des poésies. Nous présentâmes à l'auguste personne nos dessins et nos cahiers de classe. Nous répondîmes à des questions en nous inclinant à chaque réponse. Quand vint mon tour, je remarquai que le roi souriait. D'abord, il ne dit rien. Le temps me parut très long. Je regardais mon maître et qui avait pâli. Et toi, petit, comment t'appelles-tu? Morteza, je m'appelle Morteza. Et je m'inclinai. Le maître, horriblement gêné, s'est penché vers moi et me dit à voix basse: je t'avais dit qu'il fallait dire majesté à chaque réponse. Majesté. Je m'appelle Morteza, majesté. Je m'appelle majesté. Le roi rit aux éclats, d'autres personnes également, puis à sa demande, je m'approchai du fauteuil. Tu es musulman? Je ne sais pas, majesté. Le maître intervint. Permettez, sire, Morteza est musulman et fréquente notre école. Il est très doué. Quel âge as-tu, Morteza? Tu connais ton âge? J'ai 12 ans, majesté. Oui, j'ai 12 ans. Nasser ad-Din Shah leva ses gros sourcils noirs et regarda le maître avec étonnement. Ce dernier assura que c'était bien mon âge. Tu es bien petit pour ton âge. Approche, viens tout près de moi. Alors combien font 2 et 2? Je sus répondre à toutes les questions pratiquement sans faute. Le roi me pinça la joue, puis lentement sa main se dirigea vers mon cou. Avec précaution, il palpa ma bosse, la caressa, puis la tapota. Tu es un brave petit. Je crois que tu iras loin dans la vie. Travaille bien, écoute ton maître, aime tes parents et ton pays. Tiens, c'est pour toi. Et le roi sortit de sa poche une toute petite pièce en or. Ne la perds jamais, elle te portera bonheur, comme ta bosse me donnera de la chance. Je m'inclinai et je quittai à reculons. Alors le roi dit: si Dieu le veut, nous nous reverrons, dit petit Morteza, pardon. Si Dieu le veut. Je ne revis effectivement Nasser ad-Din Shah que bien des années plus tard et ne le quittai plus. Voilà, voilà. Donc, ensuite, page 29, Médican, le fils de Nasser, hein, Médican. 29, page 29. Donc, vous avez vu, il a été évoqué un sabre incrusté de 1000 pierres brillantes. Un sabre. Enfin, les sabres assez antiques étaient souvent fabriqués en fait en Iran, plus qu'à Damas. Hein. Voilà, donc page 29. Page 29. C'est ça.
Quand je me trouvais en présence du prince, je ne pensais ni aux tourments, ni aux humiliations que je subissais. Nous buvions de délicieux sirops, nous mangions des galettes au miel ou aux amandes. Il me parlait de ses cours de sciences qu'il n'affectionnait pas, d'astronomie ou de langue qu'il prisait particulièrement. Il nous arrivait parfois de parler turc. Je lui appris des notions d'arménien. Il m'initia au russe et nous partagions souvent de francs fous rires. Les conseillers royaux voyaient d'un mauvais œil ces invitations. J'étais pauvrement vêtu, mes manières étaient différentes et ma bosse n'était appréciée par personne. Nous nous baignions parfois ensemble dans le bassin réservé à la famille royale et quand un courtisan en faisait la remarque au prince, ce dernier lui rappelait qu'il avait le droit et le pouvoir de convier qui bon lui semblait. Je lui appris à nager et à plonger dans l'onde, à faire la planche et à ramasser une pièce de monnaie au fond du bassin. Quand je remontais une, elle m'appartenait et quand il parvenait à faire de même, je devais le lui rendre. Au fil des mois, je me constituais un maigre pécule que je cachais bien entendu aux yeux fouineurs de Médicane et de ses acolytes. Un jour, je rapportai une galette bien parfumée et je l'offris à mon chef. Il me l'écrasa sur la tête en hurlant « Je ne t'ai rien demandé, fils de pute !» Avec un violent coup de pied dans les fesses, il me fit dévaler les marches de pierre qui menaient à mon logement et celui des autres domestiques. J'étais tombé sur le dos et je ne pus me relever tout seul. J'étais couché sur le sol, au pied de la dernière marche, et je vis les terribles bottes noires de mon tortionnaire s'approcher de moi. « Debout, saleté !» Tu m'entends? J'ai dit debout. Je ne pouvais plus bouger, mon dos me faisait mal, mes bras et mes jambes aussi. Alors les coups de fouet se mirent à pleuvoir pendant de longues minutes. Tout le monde avait peur de ce fouet. Il était fait de lanières de cuir et les extrémités se terminaient par des petites billes métalliques. Tout mon corps brûlait et je sentais le sang couler sur ma face. Je n'avais même plus la force de hurler. Si je faisais le mort et refusais de me relever, les coups reprenaient de plus belle. La rage s'emparait de Médicane, qui semblait prendre plaisir à me frapper. Les autres domestiques se serraient les uns contre les autres au fond de la salle et regardaient effrayés. J'étais le bouc émissaire et personne ne pouvait rien pour moi. D'autres serviteurs avaient également appris à connaître le fouet redoutable, mais aucun n'avait jamais reçu autant de coups que moi. Alors, ensuite, Parfum de rose, page 52. Un jour que je me reposais à l'ombre d'un bosquet, je constatai qu'un rosier avait perdu dans la nuit des dizaines de pétales rouges vifs. J'étais allongé à même le sol et remarquai des gouttes jaunes qui flottaient à la surface de la rosée. Le soleil perçait à travers les branches de l'arbuste, éclairait ces petites perles dorées d'un éclat particulier. Je me redressai et trempai mon doigt dans le liquide. Je le portai à mon nez, puis à la bouche. Une odeur très forte s'en dégageait. Je n'avais jamais respiré un tel arôme, fort et violent à la fois. Je répétai mon geste plusieurs fois. Il ne faisait aucun doute que tous les pétales étaient imprégnés du même liquide. Je recueillis ces flaques minuscules à l'aide d'un tissu et les glissai dans ma poche. Puis je n'y pensai plus. Le lendemain, quand je sortis de mes vêtements, la même odeur s'en dégagea à nouveau. Pendant une semaine, le tissu conserva ce bouquet magnifique. J'en parlais au grand intendant. Il en fut surpris, me dit « Peux-tu recueillir ce liquide ?» Je fis de mon mieux et pendant des jours, j'inspectais tous les rosiers rouges du jardin. Il y en avait des dizaines. Hormuz Khan m'avait remis une cuillère en argent et un flacon de petite taille. Il me fallait beaucoup d'habileté et de patience aussi pour capter goutte après goutte le précieux liquide qui s'évaporait dès qu'il était en contact de la chaleur. Au bout d'un mois, j'avais rempli la fiole et je la remis à mon chef. Il la déboucha, huma longuement le parfum et la referma. Il l'enveloppa dans un mouchoir et la glissa dans la poche de sa redingote. J'oubliais ces événements. La saison des roses se terminait et aucun pétale ne produisait plus de ce nectar jaunâtre. Pourtant, un après-midi,
tandis que j'étais en train d'arroser le gazon autour du bassin central, Hormozgan me fit quérir. Quand je le vis, il me sembla radieux. Morteza, je te fais mes compliments, approche. Je fis 3 pas en avant. Il avança vers moi et sortit le flacon de sa poche. Je remarquai tout de suite qu'il était presque vide. Sa Majesté la Reine, épouse de notre grand roi, a senti ce parfum. Elle m'a fait dire que, de sa vie, jamais elle n'avait respiré une telle essence. Elle souhaiterait savoir si tu pourrais en produire davantage. J'expliquai au grand intendant que la saison des roses était terminée et qu'il me faudrait attendre l'année prochaine. Il parut en contrarié. Cependant, 3 jours plus tard, je partais pour Cachan, puis Ispahan et Shiraz, dans le sud de la Perse, où la température était plus chaude et où la saison durait plus longtemps. J'avais pour mission, avec 2 assistants, d'aller dans toutes les roseraie locales pour y puiser ce précieux nectar. Cette expédition dura plus de 2 mois. Partout, les portes s'ouvraient devant moi, on me recevait avec respect. Je goûtais à des mets succulents, je dormais confortablement, je me déplaçais dans des coches appartenant à l'État, et tous les gouverneurs me saluaient sur mon passage. Quand je revins à Golostan, mes assistants et moi-même avions rempli une 30aine de flacons, et je les remis à l'attendant. Il semblait ravi. Le lendemain, j'étais présenté à la reine. Voilà, donc ça évoque les fameuses roses d'Iran. Hein. Donc on pense d'ailleurs que toutes les roses au monde sont originaires de ce pays. Voilà. Donc page 103, les 2 trônes. Les 2 trônes, page 103. Un après-midi, tandis que le roi et la reine faisaient leur sieste dans les sous-sols frais et confortables du Kaabga, nous allâmes, le prince et moi, visiter ceux des trésors de la couronne que je ne connaissais pas encore. Si un jour tu as le privilège de voyager avec Sa Majesté hors de nos frontières et de visiter des palais étrangers, je suis certain que jamais tu ne verras des trônes pareils. On ne les utilise pas souvent, seulement pour les grandes cérémonies, comme le Nowruz ou l'anniversaire de mon père. J'avais déjà été impressionné par le mobilier du gouvernorat de Tabriz, puis par celui des salons de Golestan, quand Nasser el-Din, où la reine me recevait pour la lecture. Mais là, ce fut l'éblouissement, une véritable caverne d'Ali Baba, comme dans les contes des Mille et une nuits, dont je régalais mes auditrices. Nous gravîmes un splendide escalier de marbre où Farache et domestiques s'agitaient et se courbaient dans tous les sens, glissant en silence sur des dizaines de tapis qui jonchaient le sol. Tous les murs étaient lambrissés de bois précieux, recouverts de feuilles d'or, de miroirs finement ciselés, de niches contenant vases et aiguillères multicolores et de portraits de souverains et princes fondateurs de la dynastie des Gadjar. Le grand roi Aga Mohamed Khan, unique lui aussi après avoir subi de douloureux sévices à la guerre, ses héritiers Fath Ali Shah, Mohamed Shah, leurs enfants, neveux, parents et proches. Par centaines, les plus belles créations artistiques étaient proposées à nos regards. Porcelaine, tapis, anciens de soie, miniatures, manuscrits enluminés, armures, vaisselle émaillée, ivoire, marqueterie, brocart, présents de souverains étrangers, et puis, soudain, merveille parmi les merveilles, les 2 trônes dont j'avais entendu parler et qui faisaient la fierté du Shah. De nos conquêtes en Inde au siècle dernier, dont tu as vu l'an passé la prise de guerre, notamment toutes ces pierres précieuses, nous avons ramené un immense trône qu'il a fallu démonter tant il était impressionnant et volumineux. C'était le grand-père de mon père, le roi Fath Ali Shah, qui eut l'idée de le faire façonner et remonter différemment dans un style plus persan. D'où ces 2 trônes que tu vois devant toi, à la droite de Takte Tavuz, trône du Pan, en l'honneur de son épouse Tavuz Khanum,
et à gauche le tracté Nader en hommage à Nader Shah qui a ramené ce merveilleux butin après sa victoire sur le Grand Mongol. En fait, j'ai appris bien des années plus tard que le conquérant persan avait rapporté 9 trônes de ses expéditions en Inde et que plusieurs d'entre eux furent par la suite soit volés, soit brûlés, ou encore que l'on avait desserti leurs pierres. Le trône de Nader, le plus beau à mes yeux, me fascina. Puis-je m'en approcher? Certainement. Mais tu n'as pas le droit de le toucher. Vas-y, approche-toi. Le meuble était en bois et un marchepied en permettait l'accès. Son dossier était très haut et un merveilleux coussin entièrement tissé de fils d'or permettait au roi de s'y asseoir confortablement. Les boiseries étaient recouvertes ou consolidées par des plaques ou des vis en or, elles-mêmes ciselées ou émaillées. Une petite plaque en argent mentionnait que le trône était long d'1 mètre, large d'1 mètre également, et haut de 2 mètres 15. Il portait très exactement 26 743 pierres précieuses, et à savoir 8 582 rubis, 11 625 émeraudes et 6 536 diamants. Mon père s'y est assis pour la première fois en 1227. Alors, ça veut dire en 1848. Hein. Et peut-être m'y assiérai-je un jour, si Dieu le veut. Plusieurs domestiques sont chargés d'épousseter le trône quotidiennement avec de petits plumeaux spéciaux. Et ils veillent à ne pas entrer en contact avec lui. Ils seraient maudits et damnés jusqu'à la fin de leur jour, et leurs descendants également jusqu'à la 7e génération. Une compagnie de la garde royale est spécialement chargée de la surveillance de cette aile du palais. Voilà, les merveilles du trône. Donc, page 163, condamné à mort. 163. Page 163. C'est aussi, voilà, ça. C'est là. Le 27 Mordad 1264, soit le 18 août 1885 après Jésus-Christ, il y eut une expédition capitale une exécution capitale dans l'enceinte de l'Arché Saltanati, en présence du roi et de la reine. Jamais encore je n'avais assisté à un tel événement. Le supplicié n'était pas le premier venu. Il avait rang de commandant et était le chef adjoint des militaires qui surveillaient jour et nuit Landerun. Je connaissais ce personnage de vue. Il avait pour nom Ahmad Goli Khan. Il m'avait accompagné à Ispahan et à Shiraz quand le jeune tsar nous avait rendu visite. Il m'avait semblé courtois, discipliné et efficace. Quelle ne fut pas ma stupeur d'apprendre, en cette fin du mois de Mordad, qu'il avait été mis aux arrêts pour avoir eu des rapports charnels avec une femme de Landerun que je ne connaissais pas. Certes, elle n'était pas une favorite ni une concubine, mais une simple domestique au service du harem royal. Il la tenait dans ses bras, dans une position scabreuse, quand il fut surpris par une patrouille. Il fut mis aux arrêts et on boucla son procès en une demi-journée. Le fait que le souverain se trouvait sur le tombeau de l'imam Raza, Mashhad, lui valut de rester en vie une semaine encore, car tout crime commis dans le périmètre de l'Arché Saltanati devait être puni en présence de leur auguste majesté si tel était leur plaisir. Une estrade avait été dressée devant le ministère de la guerre. Autour de Nasser ed-Din Shah se tenaient les membres du cabinet, les principaux conseillers et courtisans, quelques personnes de la famille royale, le maître des cérémonies et moi-même. Il y avait également quelques invités étrangers, mais aucun diplomate n'acceptait l'invitation des rois, qui en fut vexé. Le condamné fut présenté au roi, enchaîné de la tête aux pieds, revêtu d'une chemise et d'un caleçon long. Il portait au visage les traces de ses vices, il se tenait debout avec difficulté. Il s'agenouilla devant le Shah et son entourage. Le ministre de la Justice lut un texte, affirmant la sentence du tribunal militaire.
Le ministre de la guerre remit au roi les galons et les épaulettes de cet officier indigne, puis brasa sur son genou l'épée du condamné. Le colonel responsable de Landerun s'inclina à son tour devant le roi et ajouta: La vie de cet homme, gracieuse majesté, est entre vos mains et celle du Tout-Puissant. Cet être malfaisant et gravement humilié la fonction royale et l'armée. Il a trahi notre confiance. Seule la mort lavera cette souillure. Il y eut quelques murmures, puis le silence se fit. On entendit un roulement de tambour, le souverain se leva et se retourna vers le colonel, confirma la sentence. Des vivats s'élevèrent de la foule. Un religieux lut un passage du Coran, et le colonel fut entraîné vers le gibet qui était dressé à l'angle de la place des ministères. Il fut hissé au pied de la potence, la corde fut passée autour de son cou, et avant que la trappe ne s'ouvre, il eut la force de hurler « Vive le prophète, vive la Perse !» Il gesticula quelques instants, puis se figea. La foule applaudit une nouvelle fois, des trompettes retentirent, et le couple royal regagna le Golestan, pendant que parents et proches s'écartaient et s'inclinaient respectueusement sur leur passage. Ce bain de foule ravit le roi, qui avait été interloqué que l'officier, avant de mourir, n'eût pas crié « Vive le roi !» comme le voulait la coutume. Énervé peu souvent, je dois le reconnaître, que ce genre de manifestation entraîne la clémence du monarque. Voilà, et enfin, donc, page 246, la mort du chat. Page 246. 246. 48, pardon. 248, c'est ça. Le chat avançait à pas lents, entouré d'un général et du grand maréchal du palais. Je suivais à quelques pas, devisant avec le secrétaire du roi. Est-il exact que Sa Majesté envisageait de se déplacer l'an prochain aux Indes? Il en est question, me répondit Amini. Mais tout dépendra de l'éventualité d'un voyage de la reine d'Angleterre en Orient, si ce voyage se concrétise. Le secrétaire ne termina pas sa phrase. 3 coups de feu venaient de retentir à peu de distance. Mon cœur se mit à battre. Je courus aussi vite que je pus, me frayant un passage entre les soldats et les courtisans effrayés. Là devant moi gisait au pied du mausolée de sa gazelle bien-aimée, Nasser ed-Din Al-Tay. Le secrétaire du roi était penché sur lui et avait ouvert sa chemise. « Reculez, s'il vous plaît, afin que Sa Majesté puisse respirer. Reculez !» Je m'agenouillai auprès de mon souverain. Il me remarqua et me tendit avec difficulté sa main gauche. Je la pris respectueusement et la portai à mes lèvres. Les yeux du roi étaient grands ouverts. Il me regardait avec stupeur. Pourquoi? Pourquoi? Sa main se crispa et s'est détendit. Je savais que tout était terminé. Nasser ed-Din Shah Gadjar avait été, après un règne de près d'un demi-siècle, venait de tomber sous les balles d'un assassin, un certain Mirza Raza Kermani, qui se tenait accroupi face à moi, barbu, enturbané et à moitié édenté. Il me fixait avec un grand sourire. Il y eut de l'affolement, mais à part le secrétaire du roi, une demi-douzaine de personnes ne savaient que le chat était mort. On fit approcher sa calèche tout près des lieux du drame. On y installa le chat, puis le ministre de la cour, le grand chambellan, le secrétaire privé et moi-même montâmes dans le véhicule. Le monarque saignait abondamment de la poitrine et de la gorge. À travers les allées du cimetière, puis en direction de la gare, l'équipage avança lentement, comme s'il n'était rien passé. Le secrétaire du souverain s'était emparé de la main royale et l'agitait en direction de la foule. Nous maintenions le corps et la tête de Nasser ed-Din le plus droit possible, afin que personne ne remarque le subterfuge. La gare avait été totalement vidée de ses voyageurs et d'éventuels curieux. Le corps du roi fut hissé dans un wagon et le convoi s'ébranla en direction de la capitale. Je me trouvais avec le ministre Motamen ol-Molk, le secrétaire Amini, le grand chambellan Ened Dolé
et le colonel de la garde dans le même compartiment. Le chat me faisait face et son corps sursautait au moindre mouvement du train. La tête du défunt était appuyée sur l'épaule du ministre et à chaque ralentissement, elle basculait vers l'avant. Je devais, avec d'infinies précautions, la redresser afin qu'elle garde sa dignité. Voilà, donc c'est un très beau roman que je vous engage à lire, de Ferdun Sebjam, qui est un très très bon écrivain. Voilà. Voilà, pour cette fois-ci, donc pensez à lire le Sable de Damas, qui avait certainement un sable d'Iran en fait, plus que de Damas. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.